Donc, bienvenue à cette réunion. Donc, 1 heure pour tout savoir. Je rappelle donc que toutes les réunions, on en fait mensuellement. Par contre, celle-ci, ce sera a priori la dernière avant la rentrée de septembre. A priori, on ne va pas organiser de réunion en juillet et en août, à moins que vraiment une grosse actualité nous l'impose. On a coupé les micros des participants, donc pour éviter tous les bruits et parasites. Par contre, vous avez possibilité, et du coup, je vous le conseille même, de nous parler via la petite discussion, via le chat qui se trouve donc sur le côté, sur LifeSize. Voilà, vous avez juste à cliquer sur les petites bulles de discussion et vous pouvez poser toutes vos questions donc à nos collègues dès maintenant, et puis je garderai les réponses pour le moment venu, ou bien pendant que mes collègues donc vous proposent les différents ateliers. Donc les différents ateliers, les thèmes sont actualité Covid, donc position des agents, jour de carence, télétravail, titularisation, encore le congé paternité, voilà, il y a une nouvelle durée pour le congé paternité, et enfin les travaux supplémentaires occasionnés lors d'élections. Voilà, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Vraiment, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions sur la discussion. À la fin de chaque atelier, donc, je les poserai à mes collègues. Voilà, voilà. Donc, c'est tout bon. On va commencer. Je laisse donc la parole à mes collègues pour les actualités Covid-19. Alors bonjour à tous, donc Émilie Carme du pôle carrière et instances paritaires. Donc on va aborder les actualités face à cette crise sanitaire, le Covid. Donc il y aura 3 grands points à aborder lors de cette réunion. Le premier, c'est la suspension du jour de carence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une nouvelle loi du 31 mai 2021 et notamment l'article 11 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, donc suspend le jour de carence applicable aux agents publics et à certains salariés en cas de congé maladie, directement en lien avec la Covid-19. Donc ça, c'est à compter du 2 juin 2021 et c'est jusqu'au 30 septembre 2021. Donc dès lors qu'un agent territorial est testé positif, donc que ce dernier ait été préalablement cas contact ou non, symptomatique ou asymptomatique, il est placé en congé maladie ordinaire par son employeur à compter de la date indiquée par l'arrêt dérogatoire établi par la Caisse de l'assurance maladie. Et donc, en application de ces dispositions, donc le jour de carence prévu initialement par la loi de 2017, vous savez, ne s'applique pas, de sorte que l'intéressé bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération dès le premier jour de son congé de maladie. Voilà. Ce que je peux vous montrer, c'est que le tableau des positions des agents a été mis à jour sur le site CDG+, toujours au même endroit. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour vous faire visualiser. Donc, du coup, Cyrielle, tu pourras me dire quand Ouais, c'est bon. et c'est parfait. Voilà. Donc là, vous avez l'interface du site CDG 88. Donc toujours sur la petite bulle rouge Covid. Donc là, vous avez plusieurs choix. Donc vous avez tout ce qui est lié à la prévention, les instances médicales. Nous, ce qui nous concerne, c'est les informations générales, gestion de personnel. Et donc là, sur cette page, donc vous avez le tableau de position des agents mis à jour au 1er juin 2021. Voilà, donc c'est ce petit tableau-là où vous retrouverez voilà, dans quelle position il faut placer son agent face à différentes situations. Voilà, le test Covid, personne à risque. Enfin voilà, vous aurez toutes les informations dans ce tableau. Donc ça, c'était pour la première actualité, donc la suspension du jour de carence, je répète, jusqu'au 30 septembre 2021 pour l'instant, puisque vous savez que c'est repoussé voilà, à chaque fois. Donc le deuxième point concerne le télétravail et notamment l'assouplissement des règles pour un retour progressif des agents. Donc, une circulaire est parue le 26 mai concernant l'assouplissement du télétravail pour les agents déjà de la fonction publique d'État. Et la DGCL, à son tour, a mis à jour ses consignes sur le travail à distance pour la territoriale dans une note. Donc là, si on retourne sur le site CDG+, vous retrouverez toutes les facs et puis les notes de la DGCL et de la DGAFP. Donc toujours sur cette même page, donc en dessous du tableau des positions des agents, vous avez les circulaires et les facs. Donc la dernière en date du 7 juin, par exemple, de la DGAFP. Donc ce qu'il faut retenir de cet assouplissement du télétravail, c'est qu'il y a 3 paliers avec 3 dates.
Donc, normalement, depuis le 9 juin dernier, le nombre de jours de télétravail par semaine est passé de 5 jours à 3 jours. La deuxième grande date importante, c'est à compter du 1er juillet, il y aura un passage de 2 jours de télétravail par semaine, donc de 3 on diminue à 2. Et enfin, à compter du 1er septembre, ce sera le retour au régime de droit commun. Donc, bien évidemment, le travail demeurera possible à la demande de l'agent et selon les modalités d'un accord cadre sur le télétravail si celui-ci est signé. Donc, le projet d'accord fait actuellement l'objet de négociations entre les syndicats et les employeurs publics et le gouvernement. Concernant le travail sur site, donc le port du masque, la désinfection des postes de travail, le respect des gestes barrières doivent toujours être strictement appliqués, bien évidemment. Les distances entre collègues ou personnes présentes sont fixées à 1 mètre contre 2 mètres dans les précédents protocoles sanitaires. Et on peut ajouter également qu'après plusieurs mois de télétravail intégral, l'apparition des risques psychosociaux doit être appréhendée, donc dans le cadre d'un retour partiel en présentiel, par une vigilance renforcée des chefs de service. Donc l'assouplissement du télétravail n'est toutefois absolument pas synonyme de son abandon. Donc évidemment, qu'un retour aux modalités d'exercice de l'activité professionnelle comme elles étaient connues avant le premier confinement en mars 2020 n'est pas envisageable. Donc on regarde la généralisation du télétravail qui a entraîné cette période. Bien évidemment, voilà ce que nous a apporté cette crise sanitaire, c'est que le télétravail doit être généralisé. Et les employeurs qui contraindraient leurs salariés à revenir sur site à 100% à compter du 9 juin enfreindraient le protocole sanitaire en vigueur, c'est sûr. Donc tout ce qui est en rapport avec le télétravail et la position des agents se trouve toujours sur cette page. Et donc voilà les 2 premiers points à retenir de cette l'actu Covid, c'est la suspension du jour de carence jusqu'au 30 septembre prochain et l'assouplissement des règles concernant le télétravail. J'enlève le partage d'écran. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a une petite question. Quand c'est un arrêt en lien avec les effets secondaires du vaccin de la Covid-19, est-ce qu'il y a des dispositions particulières où le jour de carence reste applicable? Alors, je ne sais pas si mes collègues souhaitent répondre. Moi, en fait, la suspension du jour de carence, c'est quand l'agent territorial, voilà, la consigne, c'est quand il est testé positif. Là, les effets secondaires suite à l'injection du vaccin, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi. Pour moi, il n'y a pas de suspension du jour de carence. Alors bien sûr, Non, c'est ça n'a pas été lié. prévu, enfin, ça n'a pas Voilà, été ça n'a écrit pas du été moins. prévu. Et en tout cas, l'agent qui va se faire vacciner n'est certainement pas, enfin, j'espère pas positif à la Covid-19. Donc pour moi, non, il n'y a pas de suspension du jour de carence. Ok, donc c'était la seule question pour le moment. Voilà, n'hésitez pas, même après Oui, intervention de bien mes sûr. collègues. Voilà. Donc, bonjour à tous, Sandy Fellman du service carrière. Donc, je vais vous parler des règles dérogatoires à la titularisation. Donc, le décret du 2 juin 2021 vient proroger le dispositif qui était prévu par le décret du 21 août 2020 qui fixe les règles dérogatoires de formation et de titularisation s'appliquant temporairement à certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise du Covid-19. Donc, ça s'applique aux fonctionnaires stagiaires à l'exception des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres d'emploi de catégorie A qui sont visés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 84. Donc en fait, c'est surtout les lieutenants de sapeurs-pompiers. Le décret prévoit que par dérogation à l'article 10 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, ainsi qu'aux dispositions applicables aux cadres d'emploi qui sont concernés par ce décret, la titularisation des fonctionnaires stagiaires n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration sous 2 conditions. Lorsque la titularisation doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021 et lorsque la formation n'a pas pu se dérouler en tout ou partie avant le 31 octobre 2021. Donc ça veut dire qu'on pourra titulariser ces agents même s'ils n'ont pas suivi la formation d'intégration. Cependant, la formation d'intégration devra toutefois être réalisée avant le 30 juin 2022. Il y a également des dispositions spécifiques qui sont prévues pour la filière de la police municipale. Donc, par dérogation au statut particulier qui impose une période obligatoire de formation pendant le stage,
Les fonctionnaires stagiaires ayant commencé leur formation initiale et pour lesquels la titularisation doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021, ils peuvent bénéficier de deux dispositions. Donc la première, ça va être la comptabilisation au titre des stages qui sont prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve qu'elle effectue une évaluation de stage. Donc cette évaluation, elle sera communiquée au CNFPT, au préfet et au procureur de la République. Elle est prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation de stage. Il y a également une deuxième disposition, c'est une dispense d'une durée maximale de 15 jours au titre des enseignements théoriques de la formation. Les enseignements non suivis peuvent être alors dispensés dans le cadre de la formation obligatoire qui est prévue par le Code de la sécurité intérieure. Et dans ce cas-là, ils interviendront au cours d'une période pluriannuelle qui varie en fonction des cadres d'emploi. Ça sera 3 ans pour les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale et 5 ans pour les agents de police municipale. Donc ces décisions d'application sont prises par le CNFPT au regard de la situation du fonctionnaire stagiaire vis-à-vis des obligations de formation. Et bien évidemment, les stagiaires qui bénéficient de ces dispositions, ils restent soumis à une évaluation globale par le CNFPT. Donc il faudra se renseigner auprès du CNFPT pour les personnes qui dépendent de cette filière de la police municipale. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les règles dérogatoires de titularisation. Non, pas pour le moment. Peut-être on peut attendre un petit peu qu'elles arrivent. Par contre, il y a une question au sujet des agents vulnérables. Est-ce que quelqu'un veut y répondre tout de suite ou plus Alors, tard? juste pour information, il y a une nouvelle fac de la DGCL du 1er juin dernier. Donc, au niveau des personnes vulnérables, ça reste un peu statu quo par rapport au décret de novembre 2020. C'est-à-dire que c'est toujours la même liste voilà, de personnes vulnérables avec toujours la possibilité de revenir sur site lorsque qu'il y a des mesures de protection renforcées de la part de la collectivité. Donc, tout est bien expliqué et tout est expliqué dans la fac de la DGCL. Simplement, il n'y a pas de date de reprise. J'ai l'impression que la situation reste la même. Je ne Oui, sais pas ce que mes collègues c'est en ça. pensent. Voilà, c'est un peu En un fait, c'est statu ça. quo pour les personnes vulnérables. Si le télétravail n'est pas possible, si Toujours la placement reprise en en ASA. présentiel avec mesures de sécurité n'est pas possible, avec aménagement du bureau, etc., n'est pas possible, ben on laisse toujours on place l'agent en ASA. Donc il n'y a pas de changement pour le moment. Dans la fac aussi, il y a un petit passage sur en cas de désaccord entre la personne vulnérable et l'employeur sur les Oui, sur mesures les justement conditions de reprise. de conditions de reprise. Vous pourrez aller la visualiser et de mémoire, il y aura un avis du médecin de prévention qui sera à rendre, mais dans l'attente le temps que le médecin de prévention rende cet avis, l'agent est de toute façon placé en ASA. Ok, très bien. J'espère que ça a répondu à votre question, Madame Viguier. Oui, ok, ça marche, c'est super. Quid de la vaccination pour les personnes vulnérables? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle est obligatoire, c'est ça? Oui, voilà. Il n'y a aucune obligation en termes de vaccination, que ce soit pour les personnes vulnérables ou non vulnérables. Donc, il n'y a rien d'inscrit réglementairement. Donc, on ne peut pas imposer à un agent, de se faire vacciner, et un employeur n'a même pas à demander à ses agents s'il est vacciné ou pas. Donc, de la même manière que les résultats d'un test Covid, s'il est positif ou non. Enfin, voilà, c'était. Oui. Ok, très bien. On poursuit? Alors du coup, moi je vais passer au congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc c'est un décret du 10 mai 2021 là, qui a allongé ce congé-là, la durée de ce congé. Alors auparavant, on avait le droit à 11 jours calendaires maximum de congé paternité dans le cadre d'une naissance unique et 18 dans le cadre d'une naissance multiple. Donc pour la suite, naissance multiple, c'est à partir de 2. Hein. On ne fera pas la distinction entre 2, 3, 4 et plus, s'il y a. Donc à partir du 1er janvier, donc pour tous les enfants qui sont nés à partir du 1er juillet 2021 ou pour toutes les naissances prévues après le 1er juillet mais qui seraient intervenues avant, c'est ce décret-là qui va s'appliquer.
Donc maintenant, en plus du congé de naissance de 3 jours auquel tout le monde a droit, le congé paternité sera de 25 jours calendaires pour une naissance unique et de 32 jours calendaires pour des naissances multiples. À savoir que dans ces 25 ou 32 jours, il y a 4 jours à prendre obligatoirement après le congé de naissance de 3 jours. Donc ce qui reste ensuite 21 ou 28 jours restants après la naissance de l'enfant. Ces jours-là, donc les 21 ou 28, ils sont à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant, au lieu de 4 mois auparavant, et peuvent être fractionnés en 2 périodes de 5 jours minimum. Voilà, alors il y a des cas spécifiques dans lesquels il va y avoir un surplus de congés, on va dire. C'est dans le cas, par exemple, de l'hospitalisation de l'enfant. Si à la naissance, l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation, on va pouvoir demander un congé supplémentaire qui va couvrir la durée de cette hospitalisation dans la limite de 30 jours calendaires maximum. Les 21 jours ou les 28 jours de congé paternité vont s'ajouter à ces 30 jours maximum potentiels en cas d'hospitalisation de l'enfant. Et ils seront toujours à prendre dans les 6 mois qui suivent la sortie de l'hospitalisation du nouveau-né. Alors voilà, il y a aussi des cas spécifiques en cas de décès de la maman à l'accouchement. Alors dans ces cas-là, tous ces congés-là vont pouvoir être pris après le congé postnatal qui aurait dû être donné à la mère. C'est-à-dire que le père va pouvoir bénéficier, entre guillemets, du congé postnatal de la mère et ensuite du congé paternité de 21 ou de 28 jours. On entend par hospitalisation tout ce qui nécessite l'intervention des d'unités spécifiques, la néonatologie, la réanimation néonatale, la pédiatrie et des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique ou néonatale. Au niveau des effets qui pourrait y avoir sur la rémunération et sur la carrière. Alors là, il va falloir différencier en fonction de si on parle d'un agent qui est titulaire ou d'un agent contractuel. Alors s'il est titulaire, il va pouvoir conserver l'ensemble de ses primes, enfin de son traitement déjà, de ses primes et indemnités, indemnités de résidence, supplément familial et NBI qui seront versés en totalité. La période, elle est considérée comme une période d'activité, donc pour les droits à l'avancement et à la retraite. Et cette période-là va être sans incidence sur la plupart des congés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en congé paternité ou d'accueil d'enfants qu'on va pas pouvoir cumuler les congés annuels. Voilà, donc il y a des spécificités. Si l'agent il est à temps partiel, il va être rétabli à temps plein pendant la durée du congé paternité. À son retour de son congé, il va être réaffecté sur son poste de droit. Et il y a une spécificité pour les agents qui sont stagiaires, c'est-à-dire que la durée du congé paternité va avoir un effet sur la durée du stage, mais pas sur la date de la titularisation. Voilà. En ce qui concerne les agents contractuels, là, il va falloir aussi différencier en fonction de s'ils ont 6 mois ou moins, ou 6 mois ou plus de service. Alors, dans le cas où ils ont 6 mois ou plus de service, ils vont être en gros assimilés à un titulaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le traitement, les primes, les indemnités qui vont être comment ils vont garder justement le bénéfice de tout ça. Ensuite, pour les contractuels qui ont moins de 6 mois de service, là par contre, il n'y aura pas de traitement, mais en revanche, il y a des possibilités d'indemnité journalière par la sécurité sociale. Il y a des conditions à remplir. Je vais vous épargner le détail, mais il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures dans les 3 derniers mois, ou alors dans certaines situations, un certain nombre d'heures dans les 6 ou dans les 12 derniers mois. Donc ça, si vous voulez, on pourra communiquer le site du site Amélie. Il y a un calculateur, un calculateur qui vous permet de savoir à combien vous allez pouvoir bénéficier des JSS. Au niveau des démarches à accomplir, donc en ce qui concerne le congé paternité, que ce soit pour les 4 premiers jours qui suivent les congés de naissance ou pour les fractions des 21 ou 28 jours suivants, il faut faire la demande à l'employeur au moins 1 mois avant la date du début de ces congés-là. Voilà, et puis il y a des pièces à fournir, donc effectivement, c'est forcément l'acte de naissance de l'enfant, le livret de famille. Et étant donné qu'il s'agit d'un congé paternité et d'accueil de l'enfant,
ce congé va pouvoir également bénéficier pas au père de l'enfant, mais au concubin de la mère de l'enfant. Alors dans ce cas-là, il faudra prouver qu'il y a bien une vie maritale ou de concubinage en tout cas avec la mère de l'enfant. Donc voilà pour le congé paternité, à savoir que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné un décret d'application pour ces jours de congé dans la fonction publique territoriale. On sait qu'elle a émis un avis unanimement favorable, mais on ne connaît pas exactement le contenu. Donc tout ce que je viens de dire, c'est sous réserve évidemment du décret qui va certainement apparaître là dans les prochains jours, étant donné que c'est pour une application au 1er juillet. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là ou pas. Ok, très bien. Pas de questions pour le moment. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Elles vont peut-être venir sur le fil. S'il n'y a rien à ajouter pour le moment, eh bien, on va passer au Je vais embrayer, oui. Ouais, tout dernier atelier avec toi aussi, donc pour les travaux supplémentaires occasionnés lors d'élections. Donc je pense que ça va être un sujet où il y aura pas mal de questions peut-être. Oui, j'en ai déjà eu quelques-unes. Alors je pense que je vais y répondre aussi dans la suite. Super. Donc les élections qui vont se dérouler là ce dimanche et dimanche prochain vont forcément engendrer des travaux supplémentaires pour l'élection, donc soit pour l'organisation du scrutin, soit pour la tenue des bureaux de vote. Donc il y a plusieurs cas qui vont se poser en fonction de la catégorie de l'agent déjà et en fonction des décisions de la collectivité. Donc les agents qui sont concernés, c'est tous ceux qui vont effectuer des travaux supplémentaires qui seront engendrés par les élections, et il y a plusieurs possibilités d'indemnisation pour ces travaux supplémentaires. Alors la première des solutions envisagées, c'est la récupération, c'est-à-dire que pour chaque heure que l'agent va devoir travailler pour ces élections-là, il va pouvoir en récupérer autant ou plus, mais ça c'est au choix discrétionnaire de l'autorité territoriale. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire que c'est 1 heure travaillée égale 1 heure récupérée, ou alors voilà, ce qui est proposé souvent, c'est de se calquer entre guillemets sur la majoration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires concernant la récupération horaire. Ces indemnités horaires, justement, c'est le deuxième point et la deuxième possibilité d'indemnisation. Donc là, les bénéficiaires sont un peu plus restreints étant donné qu'il s'agit que des fonctionnaires des catégories B et C, donc fonctionnaires, ou alors des agents contractuels dont les fonctions sont assimilables à celles des agents titulaires de catégorie B et C. Alors dans le cas de ces IHTS, donc les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il va y avoir des majorations qui sont prévues. Donc il y a une majoration de 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires, et il y a une majoration de 1,27 pour les heures suivantes dans la limite de 11. Donc ça ne peut pas pousser au-delà de 25 le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans le mois par l'agent. À cette majoration-là, donc ça c'est la majoration de base, on va dire, des heures supplémentaires, il convient d'ajouter aussi la majoration pour les travaux de dimanche, étant donné que ces élections et puis que ces heures-là vont certainement être réalisées les dimanches. Donc dans les cas-là, il y a une majoration des heures rémunérées équivalente aux 2/3. C'est-à-dire qu'en plus de la majoration de 1,25, il faut reprendre cette majoration, la multiplier par 2/3 et l'ajouter à la première majoration. Alors je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais en tout cas, on a fait circuler une circulaire, pour le coup, avec des exemples de calcul, qui est disponible sur le site de CDG et qui sera certainement plus clair qu'une présentation orale des systèmes de calcul. Ensuite, il y a enfin donc l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections, donc l'IFCE. Là, les bénéficiaires, ce ne sont que les agents qui ne sont pas admis au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Étant donné que ceux qui peuvent avoir les IHTS, les agents de la catégorie B et C, l'IFCE, elle est réservée aux agents de la catégorie A. Concernant le calcul, donc c'est pareil, on a fait dans la circulaire, il y a des exemples de calcul, il y a les chiffres, etc., qui sont actualisés. Simplement, les montants maximum alloués pour cette indemnité-là prend en référence les montants des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qui devaient exister normalement avant dans les collectivités.
Alors, s'il n'y avait aucune délibération pour les IFTS, il faudra prendre en considération le maximum qui est autorisé dans la fonction publique de l'État. Donc, voilà, je ne les ai pas en tête là. Mais voilà, vous pourrez retrouver de toute façon toutes les informations, les chiffres et les modèles de calcul dans la circulaire. Voilà, donc il y avait pas mal de questions par contre au niveau du montant de l'indemnité, parce que si vous voulez, il y a une double limite pour cette indemnité-là. Donc il y a le crédit global, c'est le montant maximal que la collectivité va pouvoir allouer à ses agents pour cette indemnité-là, donc qui est équivalent en gros à il faut multiplier le taux moyen mensuel d'IFTS décidé dans la collectivité par le nombre de bénéficiaires, L divisé par 12, étant donné que bon, c'est pour le montant moyen mensuel. Donc ça, c'est le crédit global, c'est-à-dire que la collectivité, dans aucun cas, ne pourra dépasser ce montant-là. Et j'ai eu souvent la question, parce qu'il y a une double limite. La deuxième limite, c'est le montant individuel maximal, qui peut être parfois supérieur au montant du crédit global. Et dans ce cas-là, évidemment, il va falloir prendre en compte le crédit global comme maximum alloué aux fonctionnaires de catégorie A qui pourraient bénéficier de l'IFCE. Alors voilà, donc je vais regarder vite fait, mais je pense n'avoir rien oublié. Évidemment, c'est dans le cadre de certaines élections, donc toutes celles qui vont se dérouler dimanche déjà, mais aussi les présidentielles, législatives, municipales, départementales, régionales, les communautés européennes ou les référendums. C'est une prime qui est très ancienne à l'IFCE. C'est une prime communale qui n'a jamais été remise à jour, enfin, puisqu'elle vise toujours les taux d'IFTS anciens deuxième catégorie. Ben voilà, tu vas peut-être en parler, Venezio, mais du cumul possible. Avec le RIFSEP. Voilà, je te laisse continuer. Tout à fait, donc voilà, cette indemnité est cumulable avec le RIFSEP. Donc on avait fait, nous, quelques remarques dans la circulaire en plus de ça, en disant que le taux maximum prévu ne constitue qu'une limite à ne pas dépasser, mais que l'autorité territoriale est libre de moduler ce taux selon les critères fixés par la délibération. Que lorsque le scrutin donne lieu à 2 tours, les taux fixés ci-dessus, enfin les taux fixés sont attribués pour chaque tour du scrutin. Elles doivent être versées seulement si l'agent a effectivement participé à l'organisation ou à la tenue des bureaux de vote. C'est pas parce que il y a une délibération qui acte le potentiel octroi de cette indemnité qu'il faudra forcément la donner. Hein. Elle est forcément est limitativement donnée aux agents qui ont participé effectivement au scrutin. Elle peut être versée autant de fois dans l'année qu'il y a de scrutin, ça n'empêche pas. Et le montant maximum, donc que ce soit le crédit global ou le montant maximum individuel, c'est par tour d'élection. Voilà. Donc s'il y a 2 tours, forcément, on pourra faire 2 fois ce montant-là. Ok, très bien. Alors, je regarde. Est-ce que l'IFSE ou le CIA peuvent se substituer aux heures supplémentaires? Alors, ici, les élus ont prévu un RIFSEP plus important et ne peuvent payer. Ouais. Ça n'a pas de rapport avec les élections, pas de rapport, forcément, oui, ça. tout à fait. Non, Ah, voilà, non, a c'est une priori, question non. qui déborde un petit peu du sujet, mais alors, c'est 2 choses différentes. Le RIFSEP, il est cumulable avec les IHTS. Donc, il y a aucun problème de cumul. Donc, le régime indemnitaire, le RIFSEP, donc, est composé de 2 parts, l'IFSE et puis le CIA. Mais, je veux dire, l'agent qui effectue des travaux supplémentaires de façon exceptionnelle pourra toujours cumuler le versement des 2. Voilà. Donc, après, l'autorité territoriale doit décider également si ces heures supplémentaires soient soit rémunérées, soit compensées en temps. Alors, la compensation en temps, le texte ne prévoit rien de précis. C'est au maire aussi de décider si on récupère heure pour heure le temps passé, enfin les travaux, ou alors si on applique aussi le mode de rémunération des IHTS. Une heure de nuit qui est en général payée double, un agent pourra se voir donc octroyer 2 heures en récupération plutôt qu'une. Voilà. Donc, les 2 sont cumulables. Alors, je ne sais pas la question exactement. Oui. Est-ce que les élus ont prévu un RIFSEP plus important? Je ne comprends pas bien la question.
Après, si ce n'est pas des heures supplémentaires ponctuelles, s'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires ponctuelles comme là en cas d'élection, c'est vrai que là on déborde, mais on peut mettre, le RIFSEP il peut être mis en place aussi pour se substituer à toutes les heures supplémentaires versées. En fait, voilà, ça c'est une solution aussi, parce que certaines collectivités qui décident, de pas de donner des primes, mais d'augmenter un peu le montant de la rémunération de leurs agents, leur versent des heures supplémentaires, donc ce qui n'est pas légal en soi. Donc c'est vrai que la mise en place du RIFSEP dans la collectivité, et notamment par l'IFSE, c'est une manière de pouvoir augmenter son agent et ne pas tricher avec les heures supplémentaires qui sont plus ou moins effectuées. Voilà. Mais c'était déjà le cas avec l'ancienne prime l'IAT, l'indemnité d'administration et technicité, c'était déjà cet objectif-là, c'est-à-dire que ça avait été mis en place justement pour remplacer les heures supplémentaires qui étaient versées à titre de bonus. Oui, voilà. Voilà. Je ne sais pas quel est le sens de la question, Madame François. Mais... Voilà, si Madame François, vous voulez peut-être préciser votre question. Il y a une autre question de Madame Viguier. Un agent est actuellement en ASA Covid et va être papa. Donc ça, c'est une question pour le congé paternité. Qui prime, le congé paternité ou bien l'ASA Covid? Alors, l'ASA Covid, c'est-à-dire c'est une personne vulnérable ou il est en ASA Covid parce qu'il est positif ou s'il est positif, pour moi, il serait en congé de maladie, donc c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Mais peut-être attendre juste quelques secondes que Madame Viguier précise, oui. Le cas. Alors dans tous les cas, de toute façon, c'est au papa de faire la demande pour le congé paternité. C'est-à-dire que s'il est en ASA Covid, à partir du moment où il va être papa, il peut très bien demander jusqu'aux 6 mois suivant la naissance de l'enfant son congé paternité. Donc voilà. Oui, il peut tout à fait différer, bien sûr. Les personnes vulnérables. Bah là, j'ai envie de dire que ça va dépendre de la suite qui va être donnée aux personnes vulnérables. Après. Voilà. Alors apparemment, de toute façon, là, on n'a pas il n'y a pas eu de loi qui vienne, on va dire, suspendre la crise sanitaire ou nous faire sortir de la crise sanitaire. Donc là, je crois que de mémoire, le décret, il s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2021. Si jamais il y avait quelque chose qui devait sortir avant pour faire sortir les agents de la situation personnes vulnérables, voilà, ça s'arrêtera à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, on n'a rien. Voilà, on n'a rien du tout. Donc, je serai à la place de l'agent, c'est sûr que voilà, il restera en ASA Covid jusqu'à ce que ça puisse exister. Enfin, voilà. Et puis après, il aura tout le temps de demander le bénéfice de son congé paternité. C'est dans les 6 mois, Venezio, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok, très bien. On pas plus de questions pour le moment. Pour le coup, tous les ateliers sont terminés. Bon, on a fini un petit peu plus tôt. Est-ce que tu voulais faire un petit bilan, Émilie, un petit tour d'horizon sur septembre pour les dates, les instances? Alors, petit tour d'horizon, puisque pour une fois, on a un petit peu de temps en fin de réunion. Voilà, donc prochain comité technique, il a lieu le 6 juillet prochain. Donc la date limite des saisines, c'est aujourd'hui même. Donc voilà, pour saisir pour le comité technique du 6 juillet prochain. Si jamais vous n'avez pas effectué de saisine, et je pense à tout, par exemple des saisines dans le cadre de l'annualisation du temps de travail pour l'emploi du temps de vos ATSEM, si vous voulez revoir les changements de planning ou tout ce qui est annualisation, du coup, vous avez encore jusque ce soir pour saisir le comité technique et téléverser les documents adéquats, bien évidemment. Ou sinon, il y aura un prochain comité technique, il me semble, de mémoire, c'est le 18 septembre prochain ou le 21, je ne sais plus. Donc, il vaut mieux saisir le comité technique même avec une date d'effet un peu rétroactive que de ne pas le saisir du tout. Vous aurez forcément une remarque du membre du comité parce que normalement, on doit saisir le comité technique en amont, bien évidemment. Donc ça, c'est pour la partie comité technique. Donc les dossiers de promotion interne ont été réceptionnés au centre de gestion. La date limite, c'était le 28 mai dernier. Donc là, on est en train de procéder à la cotation des dossiers et au niveau des résultats finaux, donc il y aura un entretien pour les dossiers de promotion interne catégorie A qui se déroulera mi-septembre et les résultats de la promotion interne seront définis lors de la commission spécifique. Il y aura 3 commissions spécifiques, donc une pour chaque catégorie A, B, C et ça se déroulera probablement le 30 septembre prochain. Voilà.
Sinon, vous pouvez continuer à saisir via le logiciel Agir le CDG pour les avancements de grade. Donc ça, vous pouvez effectuer votre démarche tout au long de l'année. Le seul préalable, c'est d'avoir mis en place vos lignes directrices de gestion. Donc normalement, même pour les dossiers de promotion interne, il faut que les lignes directrices de gestion soient établies en ce qui concerne la promotion interne et les avancements de grade. Donc la notice est toujours à disposition sur le site CDG+, pour les avancements de grade. Vous avez jusque fin d'année pour demander au centre de gestion de vérifier voilà, les conditions réglementaires pour vos agents qui sont promouvables ou non. La liste des agents promouvables, vous l'avez sur Agir. La notice, je le rappelle, est à disposition sur le site. Tout est bien expliqué avec pas à pas la procédure pour les avancements de grade 2021. Donc là, on n'est pas limité par une date de CAP puisque les avancements de grade ne passent plus en CAP depuis cette année. Idem pour la promotion interne. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y avait des questions sur les LDJ, Émilie. Oui, On tout à demande fait. quand est-ce que les LDJ intégrales seront. Donc ça, c'est la grande mises en question. place. Donc là, on est en train, comme on vous l'avait annoncé, on est en train de mettre en place pour que ça soit plus facile une application à destination des collectivités pour les LDG intégrales. Donc cette application, elle sera opérationnelle, on va dire, fin d'année 2021. De toute façon, là, pour cette année 2021, vous avez dû normalement prendre vos LDG allégés. Hein, et puis, vous les avez pris, vous avez consulté le comité technique en amont de la prise de cet arrêté. Donc pour 2021, LDG allégé et fin 2021, il y a l'application qui sera normalement opérationnelle pour les LDG intégrales. Voilà. Ok, très bien. Pas plus de questions jusque-là. On peut éventuellement clôturer la réunion si toutes les questions sont posées. Je dirais qu'on peut attendre encore 2 petites minutes si des questions arrivent. Et puis sinon, c'est tout bon. Je rappelle du coup que je vous enverrai le lien de rediffusion de la réunion. Voilà. Donc vous pourrez la regarder quand vous voulez. Donc c'est hébergé sur notre chaîne YouTube, comme toutes les autres. On a aussi pas mal de tutoriels, je rappelle, sur notre chaîne YouTube, donc notamment avec Agir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Notre chaîne, c'est CDG 88 TV. Voilà. Et pour les avancements de grade, donc il y a la fameuse notice de procédure, mais aussi on a enregistré, Cyrielle, la réunion, alors je crois que c'était au mois de mars, une partie de la réunion a été enregistrée et est disponible sur le site, sur la page avancement de grade, où en plus de la notice, vous avez une simulation de procédure, d'avancement de grade qui est possible de visionner pour vous aider à faire toute la procédure sur le logiciel Agir.